Bonsoir Gamal Abina, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Ce rapport de l'ONU qui accable donc la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Quelle est la part de responsabilité selon vous de ces pays dans ce conflit ? La première part, c'est qu'ils auraient pu faire avorter le conflit dès le départ, parce que quand on donne des armes, on donne des moyens. Quand on donne des moyens et qu'on ne dit rien, et ça n'a pas été dit, on ne stoppe pas un conflit. Pour mémoire, par exemple, quand l'Irak envahit le Koweït dans les années 90, en 90 pour être très précis, il y a une coalition internationale qui dit non, on arrête ça, c'est pas normal, on ne peut pas laisser un pays souverain envahir un autre pays souverain. Et là, il n'y a plus de souveraineté possible, le monde intervient. Et en substance, on avait noté à l'époque un propos qui aurait dû peut-être interpeller les gens, à savoir que c'est la première fois qu'un pays arabe attaque un autre pays arabe. Aujourd'hui, un pays arabe qui attaque un pays arabe, c'est plus un problème, c'est l'Arabie. Elle a le droit, elle fait ce qu'elle veut, elle prétend se défendre, alors qu'en réalité, le conflit était au démarrage, c'était un conflit interne. C'est une question de rapport de force entre les Houthis d'un côté, le président Saleh qui était encore au pouvoir et qui s'apprêtait à perdre le pouvoir avec l'histoire des révolutions arabes. Tout ça, c'est des liens qui ont fait que l'Arabie a voulu sauter sur l'occasion et montrer ses gros bras. Et malheureusement, MBS est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et qu'est-ce qui fait justement que maintenant les choses ont changé ? Vous dites, voilà, avant, on ne s'en mêlait pas, maintenant c'est différent. Qu'est-ce qui a changé ? Déjà, la défaite est consommée. Je veux dire, ça fait 5 ans que la guerre est démarrée, 5 ans qu'une coalition internationale, donc de pays essentiellement arabes, avec le soutien de l'Occident, bombarde un des pays les plus pauvres de la planète. J'ai déjà eu l'occasion de dire que c'est un des pays les plus riches au monde qui bombarde un des pays les plus pauvres, que les conditions de vie sont dégradées de façon violente, qu'il y a des millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, que les bombardements sont permanents, qu'il y a des questionnements sur la question des armes qui sont acheminées par la France, par les États-Unis, par l'Angleterre. Bref, le trio est gagnant. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'on imaginait vraiment que ça allait être comme toute guerre. Hein. On débute une guerre, on croit que ça va être une promenade de santé. Malheureusement, en face, il y a de la résistance. Et la résistance, elle se bat, elle s'unit. Et toute la population, finalement, a fait corps avec les Houthis. Comment expliquer cette indifférence sur ce sujet du Yémen ? C'est vrai que ça fait, vous l'avez dit, des mois, des années que ça dure. C'est l'une des pires crises humanitaires selon l'ONU. Et pourtant, peu de gros titres. On en parle finalement assez peu du Yémen. Je veux parler d'un conflit qui n'a rien à voir avec le Yémen, mais qui en dira long sur la perception et la déformation de l'actualité. On a un conflit qui dure depuis une dizaine d'années en République démocratique du Congo. Il y a à peu près entre 6 et 7 millions d'individus qui ont été tués là-bas, population essentiellement. Et tout le monde tourne les yeux. Ça ne regarde personne, il y a de l'argent à prendre, mais le reste, ça ne les intéresse pas. Eh bien, au Yémen, c'est pareil. Il y a un conflit qui dure depuis 5 ans maintenant. On bombarde des populations, on n'achète pas des armes pour la décoration, on n'achète pas des armes pour être sympa, on achète des armes pour tuer. Les armes ne servent qu'à cela. Et on se rend bien compte qu'il y a un bon business à prendre. L'Arabie est quand même le pays qui achète le plus d'armes au monde, c'est pas rien. C'est quand même un véritable réservoir d'armes inutiles d'ailleurs, puisqu'ils perdent leur guerre. Et on se rend bien compte qu'effectivement, tant qu'il y a des armes à prendre, tant qu'il y a de l'argent à faire avec cette région, avec l'Arabie, avec les Émirats Arabes Unis, avec le Qatar, avec tous ces pays qui sont en concurrence aujourd'hui, il y a toujours de l'argent à prendre, donc il ne faut pas montrer ce qui se passe. Le conflit est très documenté, mais on ne produit pas les images. Il y a donc une volonté politique pour neutraliser la perception ou le côté unique de cette guerre. Des enfants qui meurent de faim, et j'ai vu beaucoup d'images sur Internet qu'on ne trouve pas à la télévision, décharnés, en train de mourir littéralement sous les yeux des médecins qui ne peuvent rien faire. Cela, ça ne peut pas être montré parce que si on montre ça, tout de suite le monde va réagir, ce qu'on appelle la conscience collective, et surtout la société civile va peut-être s'emparer du mouvement et va dire il faut que ça s'arrête. Donc les États ont tout intérêt à continuer à faire de l'argent tout en ne montrant pas ce qui se passe là-bas. Ça s'appelle le cynisme, effectivement, poussé au plus haut degré. Les États-Unis ont entamé il y a quelques jours des pourparlers avec les rebelles houthis. Peut-il y voir une fissure dans la coalition menée par l'Arabie saoudite, selon vous ? Eh bien, au départ, les rapports de force sont simples. On a l'Arabie qui fait appel un peu au Maroc, qui a quitté la coalition, qui fait appel à l'Égypte, qui est là pour bombarder, qui fait appel aux pilotes pakistanais, enfin bref, qui fait appel un peu à tout le monde. Il fait une sorte de coalition parce qu'ils ne sont pas en mesure, eux, de mener une guerre. Hein. Ils sont incapables de former une armée digne de ce nom. Donc ils font appel à tout le monde parce qu'ils achètent les gens. Après, les gens commencent à s'écarter. Ils se retrouvent finalement à 2 dans la coalition la plus solide, à savoir MBS, MBZ, Ben Salman et Ben Zayed. Et ces deux messieurs n'ont pas les mêmes visées, mais ils ont un objectif commun, à savoir écarter le pouvoir, l'influence de l'Iran dans la région. Donc chacun se met d'accord pour attaquer le Yémen, pour affaiblir le pays, mais les visées ne sont pas les mêmes finalement, in fine, parce que cette première visée écartée, on a quoi ? On a l'Arabie qui soutient le président qu'ils ont choisi, le président qui n'est même pas élu au demeurant, et on a les Émirats Arabes Unis qui, eux, soutiennent le sud du Yémen pour revenir sur la situation antérieure à ce qui s'est passé en 90, à savoir
avant la réunification, le Yémen Nord contre le Yémen Sud. Pourquoi? Parce que les Émirats arabes unis aimeraient avoir une sorte de protectorat dans le Sud qui leur permettrait de pouvoir contrôler le trafic maritime. L'Arabie, elle, en revanche, c'est juste des gros bras pour montrer qu'ils sont puissants et qu'ils vont vaincre l'Iran. Donc les visées ne sont pas les mêmes. Et il y a maintenant les 3 acteurs dans le conflit. D'ailleurs, ils se sont tapés dessus il y a 5 jours encore, à savoir les Émirats arabes unis, l'Arabie dite saoudite, et surtout les Houthis qui, eux, profitent et qui se frottent les mains de voir qu'il y a une division entre eux. Il y a eu pas longtemps, effectivement, il y a eu un petit dérapage. Bon, il se passe des excuses, c'est de la pommade, mais en réalité, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, la coalition se fissure. Et les États-Unis, qui sont le grand parrain de cette région, ne veulent pas prendre le risque de voir les Émirats se heurter contre l'Arabie au profit des Houthis. Et en plus, aujourd'hui, la très bonne nouvelle, je vous le dis franchement, on vient d'apprendre que Trump a enfin pris la bonne décision. Il a écarté Bolton, qui est donc un faucon, qui est quelqu'un d'extrêmement dangereux, de son gouvernement. Ce qui veut dire qu'il va peut-être revenir à la table des négociations vis-à-vis du dossier iranien. Donc toutes ces choses-là s'imbriquent comme ça entre elles, et on se rend très rapidement compte qu'effectivement, c'est une poudrière en puissance, mais qu'il faut absolument trouver une solution qui sera nécessairement diplomatique. Justement, c'était ma question, John Bolton. En quoi, finalement, son départ va pouvoir peser sur ce dossier yéménite, mais aussi sur les négociations plus globalement avec l'Iran? Est-ce que ça va vraiment changer les choses, selon vous? Oui, clairement, parce que Bolton, c'est pas seulement un homme politique qui était placé là en tant que ministre des Affaires étrangères ou je ne sais, c'est surtout un idéologue. C'est quelqu'un qui vient d'un courant néoconservateur, donc extrêmement radical. Et quand je parle de radicalité, c'est à la limite presque du racisme, tellement il était obsessionnel. Bolton, c'est un produit de l'équipe Bush. J'ai jamais oublié, à Liberton. Les faucons. Les faucons, voilà, les faucons qui sont prêts à partir en guerre contre le monde entier. Et ce qui se passe, c'est qu'en écartant ce conseiller spécial, entre guillemets, quand je dis conseiller spécial, en écartant un faucon, on peut penser, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que Trump est un homme qui ne veut pas la guerre. D'ailleurs, tout le monde oublie qu'il n'a pas fait la guerre pendant 3 ans, ce qui n'est quand même pas anodin. C'est rare aux États-Unis qu'ils ne fassent pas la guerre. Et donc Trump, lui, ce qu'il a dit, c'est America First. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Amérique d'abord, le reste du monde, on s'en fout. C'est un isolationniste pur et dur. Il a été conduit au pouvoir sur ce programme-là et il veut se maintenir. Et aujourd'hui, avec la défaite de l'Arabie, car c'est une défaite consommée, il se dit, si je continue à parier sur ce cheval qui ne vaut pas grand-chose, c'est un canasson, je vais finir par me retrouver enlisé dans un conflit, parce que c'est ce qui va arriver. Si l'Arabie perd, derrière, les États-Unis doivent intervenir. Et ça risque d'être un conflit direct avec l'Iran, qui est une très grande puissance industrielle. Donc, en écartant Bolton, il donne un signal très fort aux Iraniens pour dire, nous allons revenir à la table des négociations. Et je suis persuadé que c'est ce qui est en train de se tramer comme ça derrière, pas en façade, mais de fait, ils sont en train de négocier. Merci en tout cas, Gamal Abina, de nous avoir donné les clés et apporté cette analyse en direct sur RT France. Merci à vous. Merci.